RFI, la voix de l'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. On parle de paix à Paris. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont plusieurs du continent africain, prennent part à un forum mondial initié par le président Emmanuel Macron. La paix qui est également au cœur de la fondation Magic System et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Elles viennent de boucler une tournée d'1 mois pour partager des valeurs de paix. Ici aux États-Unis, c'est demain mercredi que commencent les premières auditions publiques de témoins clés dans l'enquête sur la mise en accusation de Donald Trump. Bonsoir. La deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s'est ouverte aujourd'hui en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont plusieurs venant de pays africains, mais sans les dirigeants américains ou russes. Emmanuel Macron a aussi affirmé que ce Forum de la paix, qui s'ajoute à de nombreuses autres réunions internationales, était utile car il rassemblait des États, des ONG, des acteurs de la société civile, des entreprises. Seule réponse, selon lui, aux nouveaux défis démographiques, climatiques et technologiques. Les précisions de Blanche Sanou. Le président français Emmanuel Macron a ouvert le deuxième forum de la paix à Paris en appelant les participants, y compris plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement, à trouver des solutions pratiques aux problèmes du monde sous le regard attentif de leur population. Votre présence ici, votre engagement, tout autant que vous êtes, sont un test de réalité pour nous et la preuve que c'est en train de prendre, mais qu'il nous faut aussi bâtir quelque chose de durable, c'est-à-dire d'utile. Et je crois que la construction de ces solutions utiles, de ces alliances nouvelles, de ces innovations, est un élément extrêmement important de la réponse collective à nos défis contemporains dans nos pays. Lors du forum qui se déroule sur 2 jours, des responsables politiques, représentants d'organisations internationales et membres de la société civile ont décrié la plupart à la cérémonie d'ouverture la montée de l'unilatéralisme. D'un commun accord, ils veulent défendre le multilatéralisme et évoquer les grandes questions de gouvernance mondiale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la montée de l'unilatéralisme, du protectionnisme, du populisme et les débordements émotionnels ne nous permettent pas de résoudre les problèmes. En réponse, plus cela devient difficile, plus nous devons rester déterminés et persévérants dans la coopération et l'action. Paix et sécurité, développement, éducation, ce sont quelques-uns des thèmes abordés à cette réunion. Explorer des voies de coopération et des alliances nouvelles, c'est dans cette optique qu'une centaine de porteurs de projets ont été présélectionnés pour un accompagnement dans des domaines comme l'inclusion de la jeunesse face à la crise au Sahel ou la prévention de la radicalisation au Kenya. De paix, il en a également été question en Côte d'Ivoire où la caravane Magic Tour Union européenne a bouclé sa tournée d'1 mois dans le pays pour partager entre autres des valeurs de paix. L'initiative est de la fondation Magic System et de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann. Au programme, des séances de débat et des concerts. Au-delà du groupe de chanteurs de Magic System, une trentaine d'artistes ont participé à cette tournée qui a débuté le 15 octobre. Yacouba Ouedraogo. Accueil chaleureux à l'arrivée à Abengourou, visite aux notables de la ville. Ce rituel, Magic Tour UE, l'a répété tout au long des 17 étapes de cette caravane qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour partager des valeurs comme l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement et autres. Mais à moins d'1 an de la présidentielle, le message de paix est vite devenu le thème central dans ce pays où le souvenir des violences de la crise post-électorale de 2010-2011 est toujours vivace. C'est devenu une tournée partiellement aussi pour la paix. C'était une coïncidence que c'était 1 an avant les élections, mais finalement, en rétrospective, c'était une très bonne chose. Des rencontres avec les populations ont été organisées avec les artistes qui sont parfois restés plusieurs jours au même endroit pour mieux vivre les réalités locales.
Des villages qui avaient des problèmes d'addiction d'eau que l'Union européenne a pu régler, dans des petits villages qui n'avaient pas d'électricité. Et ces populations-là nous ont parlé. Des populations qui ont profité de l'occasion pour exposer leurs préoccupations quotidiennes au cours des séances débats organisées. Mais bien évidemment, ce fut aussi une partie de show avec des concerts géants tenus par une trentaine d'artistes qui ont participé à la tournée. Je remercie beaucoup Magic System et les autres artistes pour avoir apporté un peu de bonheur à Abengourou. Nous remercions vraiment l'UE surtout pour le message de l'éducation. L'ambassadeur Job von Kirchmann estime à entre 200 et 300 000 le nombre de personnes qui ont assisté à la tournée. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par des présumés rebelles des forces démocratiques alliées. Ces tueries interviennent au 13e jour d'opération d'envergure annoncée par l'armée contre leur fief dans l'est du pays. Dans un communiqué daté du 10 novembre, l'armée disait vouloir éradiquer de manière définitive les groupes armés terroristes actifs dans l'est de la RDC. Des habitants reprochent aux autorités de concentrer les opérations dans les environs de Beni et non vers le nord à la frontière ougandaise. Depuis l'annonce du lancement des opérations militaires le 30 octobre, pas moins d'une vingtaine de civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF. En Guinée, les élections législatives auront lieu le 16 février 2020. Le président Alpha Condé a validé cette date. Le pays est en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat. En 2020 donc, la date du 16 février avait été avancée samedi par le président de la commission électorale. Elle restait cependant suspendue à l'homologation du président Condé. La date du 28 décembre avait été proposée précédemment, mais l'opposition et ses représentants au sein de la commission électorale avaient dénoncé un projet irréaliste. La constitution guinéenne limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le Premier ministre mauricien Pravin Jutnot, dont la coalition a largement remporté les législatives du 7 novembre, a été investi ce mardi. Pravin Jutnot, qui avait succédé à son père en 2017, a aussitôt proposé, après sa prestation de serment, un nouveau gouvernement de 23 membres dont la composition a été approuvée par le président. Un cabinet qui comprend 3 femmes. La coalition de centre-droit de Pravin Jutnot a obtenu 42 sièges sur 70 à l'Assemblée nationale. Ici, aux États-Unis, les premières auditions publiques des témoins clés dans l'enquête sur la mise en accusation de Donald Trump débuteront mercredi à Washington. Un grand spectacle politique qualifié de mascarade par le président américain qui jure de prendre sa revanche sur les démocrates lors des élections de 2020. Alors que les législateurs des deux côtés développent de nouvelles stratégies pour mieux défendre leur cause auprès du public américain, de nouveaux combats surgissent pour déterminer qui devrait être autorisé à témoigner. Plus de détails avec Arzuma Compaoré. Les premiers témoins à comparaître mercredi seront Bill Taylor et George Kent et vendredi, Mari Jovanovic. Ils devraient tous faire part de leurs inquiétudes quant à la pression excessive exercée sur le nouveau président ukrainien pour qu'il enquête sur un opposant politique de Trump. Au cours du week-end, les républicains ont publié une liste de témoins qu'ils souhaiteraient faire comparaître. Ils ont ainsi demandé sans succès le témoignage public de Hunter Biden et du lanceur d'alerte qui reste anonyme et protégé des représailles. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières. Je me fiche de savoir si c'est public. Elle devait être publique. Il n'y a jamais eu de président aussi transparent que moi. C'est une chasse aux sorcières au plus haut niveau et c'est très mauvais pour notre pays. Jamais dans l'histoire, personne n'a vécu cela.
Dans le camp des législateurs, la pression monte. Nous en avons marre de tout cela. Maintenant, nous sommes juste là à crier les uns sur les autres. Si cela était ouvert et transparent, alors le public américain pourrait voir exactement ce qui se passe. À mon avis, il est impossible de faire avancer cette affaire de manière équitable sans que nous ne sachions qui est le lanceur d'alerte et que nous ayons le choix de l'interroger. Les démocrates, qui sont en charge des audiences, disent que cela n'arrivera pas, car cela mettrait en danger la sécurité du lanceur d'alerte. Avant les audiences, les républicains ont apparemment mis en place une nouvelle stratégie pour défendre les relations du président Trump avec l'Ukraine. Je pense que c'était inapproprié. Je ne crois pas que cela vaille une mise en accusation. Mais les démocrates ne partagent pas cet avis. La Constitution est très claire. Trahison, corruption ou acte d'omission. Et dans ce cas, c'est clairement l'un de ceux-là. Cette phase d'audition publique signale que les démocrates s'approchent de la fin de leur enquête pour constituer un dossier d'accusation contre le locataire de la Maison-Blanche, ce qui rend probable un vote sur l'impeachment, peut-être même d'ici la fin de l'année. Pour évoquer cette actualité, accueillons via Skype Jean-François Seznec, analyste politique. Il est de l'université Georgetown et il nous reçoit à Annapolis dans le Maryland. Jean-François Seznec, bonsoir. Bonsoir. Les auditions publiques, on le disait, des témoins commencent donc demain. À quoi peut-on s'attendre et qu'est-ce qui peut en sortir? Oui, on va certainement avoir un théâtre politique intense avec beaucoup de gens faisant des déclarations très importantes et très fortes contre le président pour le moment. Et puis dans quelques semaines, dans quelques jours, on aura l'inverse. Les républicains essaieront d'avoir des témoins qui seraient beaucoup plus en support du président. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, personne ne sait vraiment, mais il est à peu près sûr que la Chambre des députés va voter pour le impeachment du président. Mais après, il faut que ça passe au Sénat et je ne pense pas à l'heure actuelle que le Sénat, qui est contrôlé par les républicains, vote pour enlever le président de son poste. Alors, jusqu'ici, la Maison-Blanche s'est montrée réticente face à cette procédure, refusant même de faire témoigner certains proches de Donald Trump. Y a-t-il un risque de voir cette stratégie se retourner contre Trump? Les démocrates pourraient en faire un chef d'accusation. Bien sûr, il est certain qu'ils vont dire que le président essaye d'éviter ou de cacher la vérité et que par conséquent, s'il cache la vérité, c'est que la vérité est très importante et l'accuse profondément. C'est évidemment ce qu'ils vont essayer de faire et ils vont certainement réussir au niveau de la Chambre des députés. Après, on va voir. Il faudrait vraiment qu'il y ait d'autres sources d'informations très, très négatives qui sortent contre le président pour que les sénateurs changent d'avis. Mais ce n'est pas forcément impossible. Et les républicains, de leur côté, veulent faire témoigner Hunter Biden, de même que le lanceur d'alerte. Cela est-il possible? Je pense que ce sera sans doute interdit ou bloqué par les démocrates qui ne veulent pas que Hunter Biden puisse faire une déposition de façon parce qu'ils vont dire que c'est uniquement du théâtre politique, ce qui est en partie vrai certainement, et le donneur d'alerte ne peut pas être inquiété parce que la loi le protège normalement dans tous les cas. Volontairement, bien sûr. Très rapidement, en quelques secondes, de façon globale, cette procédure pour une éventuelle destitution de Donald Trump peut-elle être utilisée comme outil de campagne électorale pour les deux partis, démocrates et républicains? Ah oui, des deux côtés d'ailleurs. Les républicains vont dire que c'est une destitution, un effort de destitution qui est totalement illégitime, donc il faut que vous renommiez le président, et les démocrates vont essayer de dire qu'en fait il y a des preuves presque de trahison du président et qu'il faut donc l'enlever tout de suite. Jean-François Seznec, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste politique et enseignant à l'université Georgetown, ici à Washington. Et puis, la Cour suprême américaine se penche ce mardi sur le sort de 700 000 jeunes migrants protégés depuis 2012 de l'expulsion par un programme dont Donald Trump remet en cause la légalité. Il s'agit du DACA. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Le Zimbabwe tente de résorber la pénurie des liquidités qui frappe son économie. Environ 2 millions de dollars sous forme de petits billets ont été mis en circulation ce mardi. Et nous irons au Cameroun où une décision du ministère du Commerce provoque la colère des vendeurs de couches jetables. C'est avec notre argent qu'on achète ça et on ne ramasse pas l'argent au champ. L'athlète kényan Abraham Kiptum a été suspendu pour dopage. L'unité d'intégrité de l'athlétisme lui reproche des anormalités dans son passeport biologique. Direction le Zimbabwe. Le pays a mis en circulation ce mardi 31 millions de dollars zimbabwéens, soit 1,9 million de dollars américains, sous forme de nouveaux billets. Le pays tente de résorber la pénurie des liquidités qui frappe son économie. Les précisions avec Dili Diko. Malgré l'introduction de billets de 2 et de 5 dollars, les banques continuent de limiter à 300 dollars les retraits d'argent liquide hebdomadaires et à 100 dollars les retraits quotidiens. Une somme dérisoire quand le plein d'essence coûte 600 dollars zimbabwéens. Je gagne 1000 dollars, mais on ne m'en donne que 150 par semaine. Je ne peux pas retirer mes 1000 dollars en entier. Ce serait mieux s'ils nous donnaient tout notre argent. Petit à petit, le Zimbabwe réintroduit des dollars zimbabwéens, abandonnés en 2009, quand la devise avait perdu toute valeur à cause d'une très forte inflation. Le pays avait alors adopté des devises étrangères, le dollar américain et le rand sud-africain. Mais les billets verts étaient devenus si rares au point d'étrangler l'économie. Les autorités avaient introduit en 2016 des obligations d'État de la même valeur que les dollars américains. Mais l'opération avait échoué, l'inflation ayant repris et provoqué le retour des pénuries de produits de base comme le sucre et la farine. En ce qui me concerne, je ne suis pas très content. Ils ont dit qu'ils introduisent de la nouvelle monnaie, mais ce n'est pas de la nouvelle monnaie, c'est la même pièce que celle que nous utilisions. Il n'y a donc aucun changement. Au Zimbabwe, l'inflation dépasse aujourd'hui les 300%, une situation qui préoccupe les habitants. Si nous retirons 100 dollars de la banque, alors les choses devraient être moins chères dans les supermarchés pour ajouter de la valeur à l'argent retiré. Ce n'est pas juste, j'ai passé la nuit à la banque pour 100 dollars et maintenant je vais dépenser ces 100 dollars pour faire des courses. Ça ne marche pas. Au cours des 6 prochains mois, la Banque centrale zimbabwéenne prévoit d'injecter dans l'économie un total d'1 milliard de dollars zimbabwéens, soit 63 millions de dollars. Le Cameroun, lui, est en guerre contre les couches jetables pour des raisons de santé. À Douala, la capitale économique du pays, la police traque vendeurs et acheteurs sur décision du ministère du Commerce. Dans les étals, les compartiments des marchés reversés à la vente des couches jetables, les commerçants ne cachent pas leur colère. Pour certains, il aurait fallu une sensibilisation avant la mise en œuvre de la décision. Reportage de Lambert Ngwafo, rendu par Francis Kabouya. Nous sommes au grand marché Mbopi, à Douala. Il est difficile de trouver des couches jetables cet avant-midi. Les étals de ces compartiments du marché réservés à la vente de couches jetables sont désespérément vides. La police est passée par là et a tout retiré. La guerre contre la vente de couches jetables importées continue après une alerte sanitaire reçue par le ministère du Commerce. La qualité de ces couches serait mauvaise et risquerait de nuire à la santé des nourrissons, selon des analyses du laboratoire. C'est une décision ministérielle. La délégation régionale du commerce a déjà pris toutes les mesures pour retirer les couches, ces couches-là de l'espace commercial camerounais. Et nous avons mis sur pied des équipes qui sont formées pour retirer ces couches-là du marché. Et très bientôt, nous pourrons savoir si ces couches sont de bonne qualité ou pas, parce que les analyses sont en train d'être faites. En attendant des analyses très approfondies et l'expertise médicale prescrite par le gouvernement sur les couches importées, qui viennent généralement du Nigeria, de Tunisie, d'Europe ou de Chine, les commerçants ne décolèrent pas. Pour eux, les importateurs devraient être attaqués le premier
et l'État camerounais devrait sensibiliser le public avant l'opération. Au magasin, on a plus de 1000 ballots de couches là-bas. On ne sait pas comment on doit faire de ça. Quand on nous interdit là, qu'on aille d'abord voir les importateurs, les donner ce qu'il faut faire pour importer les couches. Nous ne sommes que les revendeuses. Quand on vient nous livrer, on achète ça, on met au magasin. Vous débarquez maintenant là pour dire qu'on ne doit plus vendre. On doit commencer par où? On doit nous sensibiliser. C'est avec notre argent qu'on achète ça et on ne ramasse pas l'argent au champ. Certaines vendeuses ont même décidé de braver cette interdiction et exposent leurs marchandises sur les étals. Le gouvernement réagit suite à une alerte lancée par l'Agence nationale française de sécurité sanitaire. C'est une mesure conservatoire, précise-t-on au ministère du Commerce, qui pourrait être levée si les résultats des analyses en cours s'avèrent négatifs. Mais entre-temps, sur le marché, la tension est très palpable chez les vendeuses. Affaire à suivre donc. Pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous accueillons maintenant Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Football pour commencer. Jamal Selami remplace Patrice Carteron à la tête du Raja Casablanca. Le club marocain s'est séparé de l'entraîneur français à l'amiable. Patrice Carteron avait été nommé en janvier dernier avec un contrat renouvelable d'1 an. La première défaite en championnat samedi sur le terrain du club Youssoufia 3-2 a précipité son départ. Il était déjà sur la sellette depuis l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Trône fin août. En mars dernier, le club du Raja Casablanca, a remporté la Supercoupe d'Afrique face à l'Espérance de Tunis sous la direction de Carteron. L'ex-international marocain Jamal Selami a été engagé jusqu'à la fin de la saison 2021 pour le remplacer. L'ancien joueur du Raja Casablanca a été pendant 3 ans sélectionneur de l'équipe nationale locale lauréate du CHAN 2018. En Europe, Raheem Sterling a été exclu de l'équipe d'Angleterre. L'ailier de Manchester City a été écarté du groupe anglais pour le match éliminatoire pour l'Euro 2020 contre le Monténégro ce jeudi après une altercation avec Joey Gomez. Sur son compte Instagram, Sterling a admis avoir eu des mots avec le défenseur de Liverpool après la défaite à Anfield 3-1, reléguant City à 9 points de raid dans la course au titre. La presse anglaise a évoqué une confrontation physique entre les deux hommes séparés par leurs coéquipiers. Le sélectionneur Gareth Southgate a alors choisi de se passer de l'un de ses titulaires indiscutables. Athlétisme, pour finir, le Kenyan Abraham Kiptum a été suspendu pour dopage. L'ancien recordman du monde du semi-marathon a écopé d'une suspension de 4 ans pour des irrégularités sur ses empreintes biométriques. Abraham Kiptum, 30 ans, nie avoir utilisé toute substance prohibée ou méthode pouvant avoir provoqué, les anomalies détectées. Il avait battu le record du monde du semi-marathon en octobre 2018 à Valence en 58 minutes et 18 secondes. Et cette performance, qui devrait être invalidée, a été battue le 15 septembre par son compatriote Geoffrey Kamoro, qui a couru le semi-marathon à Copenhague en 58 minutes et 1 seconde. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Rendez-vous pris pour demain, Yacouba. Les amoureux de la musique congolaise en joie et pour cause. Depuis la création du prix Découverte RFI en 1981, aucun artiste du pays de la rumba n'avait décroché la précieuse récompense. Le jury, composé d'artistes confirmés du continent, distingue une ou un artiste peu connu, choisi pour l'originalité de son univers musical. Et cette année, elle est congolaise. Anastasie Tudièche a rencontré Céline Banza, la lauréate de cette année donc. Soir de fête à la halle de la Gombe de Kinshasa. L'enfant de la maison et du pays est lauréate du prix RFI Découverte 2019. C'est elle, Céline Banza, 22 ans. La jeune femme nous dit ne pas vraiment réaliser ce qui lui arrive, mais elle l'affirme aussi, la vocation a toujours été là. J'avais 5, 6, 7 ans, je chantais déjà. Je composais des chansons religieuses. Et mon père, il disait, écoute, tu vas chanter. Il m'a offert une petite guitare. Et c'était parti, c'était la musique ou rien. Le père de Céline Banza n'est plus. Il n'aura donc pas vu sa prédiction s'accomplir. Mais la détermination qui, selon son entourage, caractérise la chanteuse, a séduit. Elle est venue faire un truc de ouf, quoi. On est très contents. Elle a célébré notre couleur RDC, donc on est très, très contents. Pour lui, la musique de Céline Banza est une musique de recherche. Pas surprenant pour une artiste diplômée en ethnomusicologie,
Une discipline qui, nous dit-elle, a été déterminante pour sa créativité. J'adore les couleurs de la musique africaine et tout. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi je ne chante pas en ma langue, quoi? Pourquoi je ne chante pas en Wandi? Et c'est comme ça que j'ai eu le goût de dire, écoute, c'est comme ça que je vais faire connaître ma culture. S'il fallait la catégoriser comme on aime le faire, on dirait dans un style afro-folk. Le prix découverte RFI 2019 est donc une jeune Congolaise qui pense, qui écrit et chante ce qu'elle pense, qui rêve aussi. Mon plus grand rêve, c'est d'être sous les projecteurs dans le monde entier et de faire connaître, de faire valoir mon art, notre culture, notre musique partout dans le monde. Le prix RFI, en plus d'être doté, comprend une tournée en Afrique et un concert à Paris. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. La musique de Céline Banza qui accompagnera certainement votre prochain voyage. À présent, parlons justement de voyage et d'animaux. Généralement, ils ne sont pas autorisés à voyager et surtout en avion. Sauf s'il s'appelle Lilou. Lilou, c'est cet animal thérapeute qui veut rendre vos voyages en avion moins stressants. Lilou, 5 ans, et sa patronne font partie d'une brigade spéciale de l'aéroport de San Francisco, ici aux États-Unis. L'animal est entraîné pour remonter le moral des passagers et apaiser leur inquiétude. Vêtu d'une casquette de pilote et avec ses ongles peints en rouge vif, Lilou a créé la surprise auprès des passagers qui n'ont pas hésité à se filmer avec elle et non sans se divertir au son d'une mélodie de son piano. Et selon sa patronne, les gens sont très heureux d'être distraits par Lilou, que ce soit quand ils voyagent, sont en vacances ou au travail. Quand elle ne réjouit pas les passagers à l'aéroport, Lilou vit avec Danilova, sa patronne, dans son appartement du centre-ville de San Francisco, mange des légumes biologiques et des boulettes de protéines, dort dans son lit et se promène quotidiennement dans le quartier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.